Madame, Monsieur, bonsoir. Voici ce que nous allons développer dans cette édition. C'est une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, qui a mis le feu aux poudres. Des populations nigériennes ont été violentées par des Ivoiriens. Ces derniers croyaient avoir vu des Ivoiriens maltraités au Niger. Les autorités des deux pays appellent au calme et à la retenue. On verra tout cela dans le dossier politique. Fourniture de l'électricité, la CIE fait le bilan partiel du programme de rationnement. Le programme a connu une application normale dans un premier temps avant quelques perturbations. Les explications du directeur général adjoint de la compagnie ivoirienne d'électricité dans ce journal. Et puis Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé l'assure, les vaccins approuvés sont efficaces contre tous les variants du virus. Une bonne nouvelle alors que l'Europe s'apprête à rouvrir ses portes aux touristes vaccinés. Les voyages internationaux restent toutefois déconseillés. Bienvenue. Des heurts ont éclaté hier suite à la diffusion d'une vidéo. On y voit des personnes bastonnées. L'interprétation a fait croire que c'était des Ivoiriens au Niger. La ville d'Abidjan s'est donc embrasée. Plusieurs commerces ont été détruits. Les autorités appellent au calme. Comment est-on arrivé à cette situation? À quoi s'exposent les personnes qui ont partagé ces vidéos? Alexis Ouedraogo, élément de réponse. Tout est parti d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. On y voit des personnes maltraitant des individus qui seraient, selon certains internautes, des migrants ivoiriens. Une fausse rumeur qui a réussi à créer des scènes de violence dans plusieurs communes de la ville d'Abidjan. Ce jeudi, à Abobo comme à Angré, le calme est de retour. L'on continue toutefois de s'indigner de la situation. L'événement s'est calmé. On peut dire, alhamdulillah, que Dieu nous protège, que vraiment, il ne faut jamais que cet événement va se passer. Ce qui s'est passé, bon, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui a envoyé ça. Moi, il y a des amis à Oucha. Je compte aller au Niger parce qu'ils sont très accueillants envers moi. C'est regrettable, hein. On va tirer des leçons. Les Ivoiriens doivent, nous deux, les deux autorités doivent tirer des leçons là-dessus. Malheureusement, la vidéo manipulée a fait de nombreuses victimes au sein de la communauté nigériane en Côte d'Ivoire. 290 d'entre eux sont réfugiés à leur ambassade. Ils ont diffusé ça dans ces réseaux sociaux, hein, et les gens ont pris ça comme argent comptant. La Côte d'Ivoire et le Niger partagent une longue relation d'amitié et une très forte coopération dans divers domaines. Les autorités des deux pays déplorent cette tragédie. Quand ces faits ont eu lieu, le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères, vraiment nous a appelés pour nous dire tout s'est réglé, sa compassion par rapport à ce qui s'est passé. Et avec lui, en tout cas, les autorités ivoiriennes se sont engagées vraiment et ils l'ont fait, à faire revenir le calme. Et les dispositions vraiment ont été prises pour que de pareils événements ne se répètent plus. Je tiens à insister sur les dispositions que le gouvernement prend pour mettre la main sur tous ces fauteurs de troubles. Des enquêtes sont en cours et elles nous permettront de mettre à nu l'auteur de cette vidéo, celui qui l'a diffusée, tous ceux qui les ont relayés, parce que beaucoup ne savent pas que la Côte d'Ivoire aujourd'hui dispose des moyens pour aller à la source de toutes ces publications. Arrivé à la mi-journée ce jeudi à Abidjan, le consul honoraire de Côte d'Ivoire au Niger rassure, aucun Ivoirien n'a été maltraité dans ce pays frère. J'ai sauté dans le premier avion à Côte d'Ivoire pour être là, pour démentir. Aucun Ivoirien n'a été violenté à Niamey ou au Niger. Aucun. Les Ivoiriens vaquent à leurs occupations. Ils vivent en parfaite harmonie avec les Nigériens. Et il est regrettable que ces gens de formation qui sont fausses viennent mettre à mal la cohésion qui existe entre deux peuples qui sont amis de très longue date. Il faut que les Ivoiriens sachent que de même qu'il y a des étrangers qui vivent ici, de même il y a des Ivoiriens qui vivent ailleurs. Et c'est presque plus de 4000 Ivoiriens qui vivent au Niger,
qui travaillent, qui sont couturiers, qui tiennent les maquis à Niamey, ce sont les Ivoiriens. Les tauliers, les peintres, toutes les activités. Et ils travaillent honnêtement, ils gagnent honnêtement leur vie. Donc, il ne faut pas qu'on menace la vie de ces Ivoiriens-là en s'en prenant à des pauvres Nigériens qui travaillent eux aussi pour gagner difficilement leur pain. Pour comprendre comment cette vidéo a bien pu embraser la rue, nous rencontrons le chef du service digital de la RTI. Depuis quelques années, le groupe a mis sur pied un outil de fast-checking, entendez, vérification des informations sur la toile. On met en place, si vous voulez, un dispositif de vérification des faits, des vidéos, photos et même quelquefois des articles qu'on trouve donc, sur Internet. Et on fait ce qu'on appelle la recherche d'images inversées à partir de Google donc, Images. Et Google Images a très rapidement donné en fait un lien, nous a fait partir vers un lien, une vidéo. Et la vidéo, évidemment, donc on a pu regarder cette vidéo. On a vu en réalité que ce n'était même pas une vidéo donc, du Niger ni de la Côte d'Ivoire et non plus donc des Ivoiriens. Ça expliquait de façon très explicite que c'était une vidéo en fait, qui avait été tournée au Nigeria. L'occasion d'interpeller les internautes à plus de responsabilité. Aujourd'hui, on ne partage pas une information dont on n'a pas la source. On ne sait pas réellement qui est l'auteur. Est-ce que c'est fiable? Quand est-ce que ça s'est passé? Etc. Quand on se pose réellement donc, ces questions, qu'on n'a pas de réponse, on ne partage pas. Aujourd'hui, quand vous partagez une fausse information, vous êtes quelquefois, vous pouvez vous retrouver en prison ou alors vous pouvez vous retrouver en train de payer des amendes. C'est la deuxième des choses, donc il faut être prudent pour soi-même. Ensuite, si vous voulez, la troisième chose, c'est réellement aujourd'hui, quand on doute réellement d'une information, qu'on n'est pas un expert, s'adresser donc aux experts. Les experts, c'est qui? C'est les gens donc, qui sont dans les médias, parce que réellement, ceux qui sont habilités donc, à vérifier l'information, à traiter et à mettre à la disposition du public, c'est les journalistes. Le chef de la diplomatie nigériane en Côte d'Ivoire plaide pour une action commune des États contre ce fléau. Mais dans tous nos États, il y a la mauvaise utilisation de ces réseaux sociaux. Donc il faudrait peut-être que les États prennent des dispositions pour encadrer ces réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ceci a eu lieu, peut-être qu'un autre jour, c'est dans un autre pays que ça va avoir lieu. Et ce serait très dommage. Donc il faudrait vraiment que les États pensent à cadrer l'utilisation des réseaux sociaux pour que ça soit utilisé vraiment dans les raisons pour lesquelles ils ont été créés. À l'heure de la digitalisation de masse, la loi ivoirienne relative à la lutte contre la cybercriminalité est bien précise. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont pas des espaces de non-droit. Nous disons toujours à tous ceux qui se cachent derrière les faux comptes Facebook, derrière les comptes Avatar, que la police nationale de Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de moyens pour les dénicher et les conduire devant les juridictions compétentes. En son article 62, la loi punit de 1 à 5 ans d'emprisonnement et de 1 million à 20 millions de francs CFA d'amende le fait pour une personne de produire, de mettre à disposition d'autrui ou de diffuser des données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d'un système d'information. Une situation qui a fait réagir le procureur de la République. Ado Richard annonce des sanctions. C'est dans ce communiqué lu par Abou Sanogo. À la matinée du mercredi 19 mai 2021, prenant prétexte de la publication sur les réseaux sociaux d'un élément vidéo non daté montrant des individus torturer d'autres, dits à tort être des Ivoiriens, certaines personnes ont entrepris de molester des ressortissants d'un pays membre de la CEDEAO, de saccager et de piller leurs biens. Au triste bilan provisoire de ces actes de violence, on dénombre un mort, plusieurs blessés graves, des véhicules caillassés et calcinés, des commerces pillés et incendiés, ainsi que de nombreux dégâts matériels dans plusieurs communes du district autonome d'Abidjan. Le procureur de la République présente ses sincères condoléances à la famille éplorée. Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés et témoigne sa compassion à tous ceux qui ont vu leurs biens détruits ou pillés. Le procureur de la République appelle ardemment les uns et les autres au calme, à la retenue et à la responsabilité et à mettre immédiatement fin à ces actes infractionnels inacceptables et d'une particulière gravité. Il tient à indiquer que plus d'une vingtaine de personnes ont été interpellées à la suite de ces événements et que les enquêtes sont en cours pour retrouver les auteurs de ces actes de barbarie et tous ceux qui,
de quelque manière que ce soit, ont contribué à leur commission afin de leur faire subir la rigueur de la loi pénale. Enfin, le procureur de la République rappelle encore une fois que la publication, la diffusion et la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers est sanctionnée par la loi pénale. Faite à Abidjan le 20 mai 2021, le procureur de la République, Adourisha Christophe. Et cette autre affaire de justice, 22 individus condamnés pour traite et exploitation des enfants. Ils ont été mis aux arrêts au cours d'une opération dans le département de Soubré. La sentence est tombée. 6 ont été condamnés à 20 ans de prison. 17 autres écopent de 5 ans. Mama Traoré. 24 personnes interpellées à l'issue de l'opération Nawa 2 les 6 et 7 mai dernier dans le département de Soubré et environ. Alexandre Koné, le substitut résident près la section détachée du tribunal de Soubré, avait prévenu. Tous les auteurs des infractions ont fait l'objet d'une procédure. Si nous constatons que ces parents n'ont pas commis d'infraction aux lois qui existent, alors ces parents seront laissés libres. Mais si nous constatons que ces parents ont commis des infractions, même s'il s'agit de leurs propres enfants, ces parents seront sanctionnés, suivant les procédures qui existent. À l'issue des procédures, des décisions de justice ont été rendues mardi dernier, soit seulement 10 jours après l'opération. 6 personnes ont été jugées pour des faits de traite d'enfants. L'un des prévenus a été relaxé pour délit non établi et les 5 autres, condamnés à 20 ans d'emprisonnement ferme, assortis d'une amende pécuniaire de 50 millions de francs CFA chacun. Le second volet de la procédure judiciaire concernait 18 personnes prévenues de faits de travaux dangereux pour enfants. 17 ont écopé de 5 ans d'emprisonnement ferme et 1 million d'amende chacun. Un des prévenus a été relaxé pour délit non établi. De la suite judiciaire de l'opération Nawa 2, il faut donc retenir 22 personnes condamnées et 2 personnes relaxées, ce qui porte à 23 le nombre total de personnes poursuivies et punies pour des faits de traite et d'exploitation d'enfants par le tribunal de Soubré depuis le début de l'année. C'est dire qu'en plus de la sensibilisation, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara, joue à fond la carte de la tolérance zéro contre les auteurs de délits de traite et d'exploitation d'enfants. C'est une affaire de terrain qui a retenu l'attention des populations de Port-Boué. Dans cette commune, le lotissement est à l'origine de nombreux conflits impliquant plus de 5000 personnes. Le ministre de la Construction, Bruno Namaniokoné, a eu une séance de travail avec les autorités municipales. Dangui. Sur l'espace de plus de 500 hectares dans le lotissement dénommé lotissement Abouabou-Gibo-Camon, au centre de nombreux conflits depuis plus d'une décennie, le ministre de la Construction a écouté les parties impliquées dans ce litige avant d'inviter les uns et les autres à respecter la loi. La justice a définitivement tranché sur la question de Gibo-Camon. Aujourd'hui, le lotissement est rétabli et comme les actes n'ont jamais été annulés, ils sont en vigueur. La visite de terrain terminée, cap sur la mairie de la commune de Port-Boué. Au terme de plus d'une heure de séance de travail entre le ministre, le maire et les représentants des parties au conflit, les propriétaires détenteurs d'un arrêté de concession définitive ACD sortent avec le sourire. Quand vous bénéficiez d'un titre de propriété, quel ACD? L'arrêté de concession définitive, ça dit que vous êtes propriétaire. Donc vous devez pouvoir jouir de votre patrimoine foncier. Du reste, ils peuvent compter sur la force de la loi pour pouvoir mettre en valeur les terrains dont ils ont les titres de propriété, selon le ministre. Nous attendons la notification officielle de la décision définitive de justice prise, celle prise par le Conseil d'État. Une fois cela, nous allons requérir la force publique et nous allons rétablir l'ordre à Gibo-Camon. La séance de travail entre le ministre et les autorités municipales a porté sur tous les conflits fonciers de la commune de Port-Boué. Les deux parties ont mis en place une plateforme chargée de prendre en charge ces conflits fonciers. On poursuit ce journal avec cette bonne nouvelle pour la région du Poro. Bientôt, une zone agro-industrielle de transformation de l'anacarde verra le jour à Korogo. La ministre Kandia Camara a procédé au lancement ce jour de cet investissement de 7 milliards de francs CFA. Cheikh Koné nous en parle.
Dans un peu moins de 12 mois, le Poro, région productrice d'anacarde, aura sa toute première zone agro-industrielle pour la transformation d'une partie de la production des noix brutes. Pour les producteurs de la région, c'est un rêve qui passe à la réalité. En tout cas, je suis fier de la première pierre de cette usine aujourd'hui qu'on va poser à Korogo ici. Bon, ici, producteur d'anacarde, pour que nos jus d'anacarde puissent avoir de la valeur, pour qu'on gagne de l'argent dedans aussi. Parce que je suis fier, très fier pour ça. Nous, on est trop contents. Pourquoi, en tout cas, mais nous applaudissons très bien. Pourquoi l'usine là démarre à la force. Parce que ça va nous produire beaucoup de choses. La nouvelle zone agro-industrielle de la région du Poro sera dotée d'infrastructures modernes, notamment des entrepôts de stockage, des aires de séchage et des centres de valorisation des sous-produits. Coût global, 7 milliards de francs CFA et 8 000 emplois créés à terme. Ce projet est conduit par le Conseil du coton et de l'anacarde avec l'appui financier de la Banque mondiale. Ce projet, financé sur le guichet Beurre Enclave, vise à renforcer les actions du Conseil du coton et de l'anacarde pour la réalisation des objectifs de développement de la filière anacarde sur la période 2018-2023, à savoir améliorer la productivité, la qualité des noix brutes et accroître le volume de noix transformées localement. L'une des actions phares du projet est l'installation de 4 zones agro-industrielles dédiées à l'anacarde dans les villes de Korogo, de Boaké, de Bondoukou et de Séguéla. Le ministre Adjoumani s'est réjoui de la construction de cet espace industriel dans la région du Poro. Il a invité les populations de la région à s'approprier cet outil de développement. Chers parents producteurs d'anacarde, vous qui êtes venus nombreux à cette cérémonie, le succès de cette zone industrielle dépend incontestablement de vous. Quelle que soit la beauté des aménagements qui seront réalisés sur cet espace, aucun investisseur ne viendra s'y installer s'il n'a pas l'assurance d'avoir la production de noix de cajou en quantité suffisante et également en qualité. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamara, représentant le Premier ministre, a rendu hommage au défunt Premier ministre Amadou Koulibaly, architecte de cet outil de développement local. Elle a par la suite à rappeler le rôle de l'État dans l'appui au secteur agricole. L'État, dans son rôle régalien de régulateur architecte, accompagne le processus d'industrialisation en mettant en œuvre tout l'écosystème nécessaire aux investissements du secteur privé dans la transformation de nos matières premières. Les efforts du gouvernement devront contribuer à maintenir une grande part de la valeur ajoutée dans le pays, améliorer les revenus des producteurs tout en réduisant les subventions sur les prix des produits. L'anacarde occupe le 3e rang des exportations ivoiriennes après le cacao et les produits pétroliers, soit 20% des exportations agricoles de la Côte d'Ivoire. On reste dans l'univers de l'agriculture. Des experts vont auditer 15 unités de transformation des amandes de noix de cajou. Annonce faite lors d'une rencontre à Yamoussoukro. En toile de fond, la Côte d'Ivoire vise le marché américain de l'anacarde, un marché estimé à 40% de la consommation mondiale. Noël Gnagno. L'exportation des amandes de cajou de qualité, voilà le nouveau challenge de l'autorité de régulation et de développement de la filière cajou. Aujourd'hui, on parle de produits, des noix brutes qui restent dans les mains des producteurs. Demain, si nous ne prenons garde, si nous ne mettons pas suffisamment de balises, nous allons avoir des amendes qui restent aux mains des transformateurs. Et sera la meilleure façon de tuer notre transformation. Donc nous voulons anticiper sur toutes ces questions et ouvrir le monde entier à nos transformateurs. Terrain privilégié pour cette anticipation, le marché américain. L'Amérique consomme 40% de la production d'amandes de cajou mondialement. La Côte d'Ivoire, en termes de brut, produit 40% de noix de cajou brutes et les exporte. Pour l'heure, la Côte d'Ivoire n'exploite que 1% de cette capacité. Faire mieux devient l'enjeu majeur pour une double raison. Le marché américain, c'est le plus gros consommateur d'amandes. L'accès à ce marché garantit un débouché sûr pour nos transformateurs. Ça, c'est un.
De deux, le marché américain est reconnu comme le marché le plus exigeant en termes donc de qualité et d'exigence, j'allais dire, de sécurité alimentaire. Donc une fois que vous avez accès à ce marché, les autres marchés vous sont ouverts. La porte d'entrée pour conquérir ce marché, le cabinet américain Ivory Cashew, spécialisé dans la formation, la certification et le commerce d'amandes de cajou de haute qualité. Un premier test grandeur nature a permis de distinguer des lauréats. Pour ces exigences, le Conseil Coton Anacad a conçu un programme d'accompagnement des unités industrielles de Côte d'Ivoire dans la démarche qualité afin de satisfaire aux normes américaines et internationales sur la sécurité des aliments. Dans cette norme, il y a ce qu'on appelle dans le jargon le plan de sécurité alimentaire, Food Safety Plan, et aussi tout ce qui est programme de contrôle préventif pour les denrées alimentaires, les aliments pour la consommation humaine, voilà, et la réglementation qui accompagne. 15 unités ivoiriennes de transformation sont identifiées pour la première phase. Ces unités vont être évaluées sur leur capacité à pénétrer le marché américain. En matière d'importation de produits alimentaires, des experts de haut niveau sur 15 jours vont auditer les dites unités. En attendant le verdict, le Conseil Coton Anacad pose la première pierre de la zone agro-industrielle dédiée à l'Anacad de Korogo. Expression de l'ambition de la Côte d'Ivoire de transformer 100% de ses noix d'ici à 2025. Le ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie rend hommage à Laurent Dona-Fologo. Il fut journaliste et premier rédacteur en chef du quotidien gouvernemental en 1964. Au siège donc du journal Fraternité Matin, le ministre Amadou Coulibaly exprime aujourd'hui la compassion du gouvernement et de la presse à la famille du défunt. Le reportage de Jean-Marc Djadji. À Djamé, siège du journal Fraternité Matin. La place baptisée du nom de l'illustre disparu, Laurent Dona-Fologo, est le lieu bien choisi pour la délégation du ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie pour rendre un vibrant hommage à ce défunt homme d'État et pionnier de la presse ivoirienne. Le ministre de tutelle, Amadou Coulibaly, accompagné des personnalités de médias, a présenté les condoléances du gouvernement à la famille éplorée. Le grade de commandeur de l'Ordre du mérite de la communication a été attribué au défunt à titre posthume pour sa contribution remarquable à l'évolution de la presse en Côte d'Ivoire. La décoration à titre posthume au grade de commandeur dans l'Ordre du mérite de la communication qui comble un vide laissé dans le parcours très important et significatif de LDF. Ces actes demeureront gravés dans les esprits et les cœurs de la veuve Daniel Dona-Fologo, de ses enfants et nombreux petits-enfants présents ici. Toute la famille vous exprime sa satisfaction, sa reconnaissance et sa gratitude. Le président Fologo avait choisi le métier de journaliste pour apporter sa part à l'édification de la jeune nation ivoirienne qui, à l'époque, avait besoin de tant de cadres. C'est cette passion pour la Côte d'Ivoire, ce dévouement qui l'a conduit à tous les niveaux de l'échelle de responsabilité. Il a dédié 22 ans de sa vie au gouvernement. Le deuil qui touche sa famille ne peut qu'être celui de la nation tout entière. Le président Laurent Dona-Fologo, LDF pour les intimes, fut le premier rédacteur en chef du quotidien gouvernemental Fraternité Matin du 9 décembre 1964 au 24 juillet 1974 et ensuite directeur général de 1986 à 1989. Il est décédé le 5 février dernier à Abidjan. Je vous donne lecture de ce communiqué du RHDP. Le directeur exécutif du RHDP a la profonde douleur de vous annoncer le décès de M. Komnan Tchikoura Roland Zakba, ex-ministre, président du conseil régional du Lodi-Bois, membre du conseil politique du RHDP, coordonnateur régional région du Lodi-Bois, survenu le mercredi 19 mai 2021 au Maroc.
Au nom du président du parti et de toute la direction du RHDP, le directeur exécutif présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'homme, à sa famille politique et à tous les Ivoiriens. Il faut le rappeler, Zakpa Communant Roland, professeur de droit, a été ministre des Sports en 1993. De janvier 1996 à avril 1998, il est appelé au poste de ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Le directeur exécutif, Adama Bictogo. Je le disais en titre, la compagnie ivoirienne d'électricité fait le point du rationnement 10 jours après la mise en œuvre. Le directeur général adjoint de la CIE fait le bilan partiel et donne des explications à certaines interruptions de la fourniture de l'électricité survenue dans la deuxième semaine en cours. Jean-Louis Bongo. 10 jours que la Côte d'Ivoire vit au rythme du rationnement de l'électricité. La première semaine de cette fourniture alternée du courant électrique s'est déroulée sans accroc majeur, selon le directeur général adjoint de la CIE en charge de la mise en œuvre de ce programme. Pendant la semaine du 10 au 16, aucun aléa majeur n'a été enregistré. Cela nous a permis d'éviter donc de rationner la fourniture d'électricité pendant 4 jours sur les 7 jours de la semaine. Initialement, nous avons prévu dans ce programme 6 jours de rationnement et le jour du dimanche qui était exclu. Il y a des fois où nous avons prévu des coupures de 6h à 12h, mais dès 10h du matin, nous avons déjà repris les clients parce que nous avions de la maille suffisante pour pouvoir arrêter le rationnement. En revanche, la semaine suivante du rationnement en cours ne se déroule pas comme l'avait prévu la CIE. Nous faisons face à des indisponibilités temporaires sur des ouvrages de production, entraînant des déficits complémentaires. Et ces déficits complémentaires ne permettent pas souvent de respecter le créneau horaire fixé. C'est entre autres ce qui explique qu'il y a des zones qui sont touchées par des interruptions, alors que dans le planning, il n'était pas prévu que ces quartiers soient rationnés. La compagnie n'exclut pas un réajustement de ce programme de rationnement. Au vu des enseignements que nous pouvons tirer de ces 2 semaines de fonctionnement du programme de rationnement, et l'analyse de l'évolution de la situation, un réajustement du planning pourrait être envisagé pour être disponible la semaine prochaine. Rappelons qu'un numéro vert et un site web ont été mis à la disposition des populations pour une meilleure gestion du rationnement. Le site web a enregistré en 10 jours 450 000 visites et les conseillers clients ont quant à eux reçu 6 000 appels en une semaine. Une situation qui préoccupe l'État de Côte d'Ivoire, tout comme le coronavirus qui poursuit sa progression. Je vous fais rapidement le point de la situation en ce 20 mai 2021. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 57 nouveaux cas de Covid-19 sur 2158 échantillons prélevés, soit 2,6% de cas positifs, 26 guéris et 0 décès. À la date donc du 20 mai 2021, la Côte d'Ivoire compte 46 834 cas confirmés, dont 46 243 personnes guéries, 298 décès et 293 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 627 781. Les vaccins actuellement disponibles et approuvés sont jusqu'à présent efficaces contre tous les variants du virus. Assurance donnée ce jeudi par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Une bonne nouvelle alors que l'Union européenne s'apprête à rouvrir ses portes aux touristes vaccinés. L'OMS recommande cependant la prudence face à une pandémie de Covid-19 qui n'est pas terminée et déconseille les voyages internationaux. La première nouvelle pourrait arranger les affaires de l'Union européenne qui, à l'approche d'une nouvelle saison estivale cruciale pour son industrie du tourisme, se prépare à ouvrir plus grandes ses portes aux visiteurs étrangers. Autre volet de l'actualité, la RTI verse plus de 18 millions de quotes-parts aux producteurs locaux. Il s'agit de ceux dont les contenus sont consommés à l'international. RTI Distribution entend ainsi se positionner comme le principal exportateur de fiction ivoirienne dans le monde. Serge Collier.
Auria Picture International, Icon Media, Bonus Multimédia et Incruste. Ce sont les 4 producteurs locaux dont les fictions ont été bien vendues à l'international. À ses partenaires, la radiodiffusion télévision ivoirienne reverse des quotes-parts. Un peu plus de 18 millions de francs CFA distribués cette année. Nous sommes passés au cinéma. Après le cinéma, nous avons proposé à RTI Distribution. Ils ont aimé le concept parce que c'était la première série musicale, elle est indo-ivoirienne. Grâce à une stratégie offensive de développement du marché via les coproductions et les partenariats, Anna Balo et son équipe font du chiffre. De 2015 à ce jour, la RTI a reversé un montant total d'environ 156 millions de francs CFA à 46 producteurs partenaires. On a vendu sur les territoires qu'on a montré environ 5 chaînes de télévision, à des plateformes SVOD. Et puis bon, c'est le pourcentage qui se dégage, qu'on partage ensemble après avoir sorti les dépenses de coproduction. À partir du mois de juillet encore, juillet-août, on fera un autre bilan pour 2021. La directrice de RTI Distribution lance un appel à projet aux producteurs de fictions ivoiriennes. C'est vrai qu'on est RTI Distribution, mais on appartient à un groupe qui a pour mission le service public. Donc il faut qu'on soit en mesure à la fois d'informer et de divertir, et tout cela doit transparaître dans les contenus que nous coproduisons. RTI Distribution, c'est un catalogue de plus de 1200 heures de fiction et de contenu culturel ivoirien, plus de 50 séries et un vaste réseau développé en 5 ans pour devenir un des principaux exportateurs de programmes ivoiriens à travers le monde. Et on termine avec ce communiqué émanant du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale apporte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 24 mai 2021, lundi de la Pentecôte, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, ainsi s'achève cette édition de ce jeudi 20 mai. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.